tellement has-been si je devais faire ça aujourd'hui. J'aime bien te chambrer avec ça, mais... Tu peux. Où j'ai entendu pour la toute première fois marketing de réseau. Et il m'a closé direct. De quoi noter, un bic, une calculatrice, etc. Vraiment. T'avais la calculatrice sur ton tel à cette époque. Ah. Tu peux pas mettre ton business model 100% sur un algorithme, une société. Ces gens-là, par contre, C'est ça. feront beaucoup plus d'argent. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. C'est un plaisir, en tout cas Vincent, de pouvoir être avec toi de nouveau sur ce podcast qui va être super incroyable. Donc Ça. merci à toi déjà pour ta présence. Avec plaisir. On va parler d'un sujet en plus qui est tellement important et qui, déjà, même moi, personnellement, me passionne et peut intéresser énormément de monde. Et avant ça, c'est vrai qu'on se retrouve aussi, comme à chaque fois, dès que j'ai l'occasion de venir en Belgique. On a fait un événement hier. On va C'est refaire un incroyable. événement aussi aujourd'hui, ce soir. Il y aura de nouveau un événement demain. Et ce qui est incroyable avec toi, Vincent, c'est que tu as une expérience qui est maintenant très importante dans le marketing de réseau, puisqu'on est à plus d'une dizaine d'années aujourd'hui. Et le sujet dont je voulais vraiment parler durant ce podcast-là, alors après, bien sûr, on va pouvoir échanger, parler et apporter un maximum de valeur aux gens qui nous écoutent forcément. Mais c'est aussi de parler de l'évolution aujourd'hui du marketing de réseau. Ouais. Parce que la manière dont on fait du marketing de réseau et nos équipes font du marketing de réseau aujourd'hui, bon, tu vas être d'accord, on en parle souvent. Totalement changé. Ça a totalement changé. Ouais. Totalement changé. C'est-à-dire totalement changé d'il y a juste déjà 3, 4, 5 ans. Alors, il y a le Covid aussi qui est passé par là. Totalement changé d'il y a 7, 8 ans et plus de 10 ans. Et donc, en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on revienne vraiment, on va dire, dans le passé et qu'on puisse apporter en termes de valeur à tout le monde, qu'ils puissent en fait avoir la possibilité de se rendre compte de comment est-ce qu'on faisait du marketing de réseau dans le passé. Alors bien sûr, il y a des choses où ils vont se dire putain, c'est tellement has-been si je devais faire ça aujourd'hui, putain, la flemme, etc. Maintenant, c'est tellement plus puissant avec de nouvelles technologies. Mais à la fois, il y avait des désavantages qu'on a su combler par le temps. Il y avait aussi des avantages qu'on a peut-être éventuellement perdu. On va le voir ensemble. Aujourd'hui, on a des personnes aussi dans les équipes qui, juste par de l'affiliation sur les réseaux sociaux, TikTok ou Insta, arrivent à générer, ça paraît fou, mais des 5 chiffres par mois, voire, on va dire, le premier chiffre n'est pas un 1. Et ça, c'est incroyable. Et à l'époque, on l'aurait jamais espéré. Donc, si on peut commencer ce podcast peut-être par te présenter très, très, très brièvement parce que beaucoup de gens te connaissent, mais il va y avoir aussi forcément des personnes qui vont te découvrir sur ce podcast-là. Mais aussi que tu puisses nous raconter directement, au final, comment tu as démarré toi le marketing de réseau. J'aime bien te chambrer avec ça, mais... Tu peux. Quand est-ce que tu as commencé? Est-ce que c'était fut un ce temps. siècle-là? Et nous raconter en fait à tes débuts, comment déjà était le marketing de réseau, et on va venir remonter l'industrie à travers pas mal d'histoires et pas mal de choses très sympas. Ok. Mais écoute, moi j'ai découvert le marketing de réseau, ça fait maintenant une dizaine d'années. C'était en 2009, donc ça remonte déjà à pas mal de temps. À ce moment-là, j'étais dans une situation, on va dire, financière normale. C'est-à-dire j'avais mon job, j'avais mon CDI. Mais c'est vrai que j'avais depuis toujours, déjà depuis jeune, j'ai toujours eu un peu cette fibre de vouloir m'intéresser à l'entrepreneuriat. Mais voilà, je viens pas d'une famille avec des entrepreneurs. On m'a jamais trop côtoyé d'entrepreneurs, en tout cas dans le passé. Donc, j'avais pas vraiment de modèle d'entrepreneur. Et l'histoire avec la découverte du marketing de réseau, elle est toute bête. C'est que j'ai une collègue de travail, quand je suis en CDI, qui fait du MLM et qui fait Tupperware. Donc, tu vois, c'est vraiment le stéréotype du marketing de réseau. La boîte que tout le monde connaît. La boîte que tout le monde connaît. Donc, c'est même pas un exemple, c'est vraiment, elle faisait ça. Après, elle était jeune et voilà. Et ce qui me captivait déjà, c'était déjà son excitation d'avoir une activité en plus parce que j'avais même pas à l'époque, tu sais, là on parle, il y a beaucoup d'opportunités en ligne, beaucoup de possibilités de faire de l'argent, mais dans le passé, tu voulais faire plus d'argent, tu avais un job supplémentaire, tu faisais des extras, tu allais bosser dans un restaurant. Et là, je la voyais qu'elle avait un CDI tout comme moi, le même salaire que moi, mais par contre, le soir, elle donnait 2-3 heures en plus pour faire ses démonstrations. Et le lendemain, je la revoyais au travail en mode j'ai fait une bonne soirée, etc. Et ça a été déjà mon premier contact où j'ai entendu pour la toute première fois marketing de réseau. Je n'avais jamais entendu parler de marketing de réseau. Et donc tu as quel âge? Et là, 2009, je dois avoir 23 ans. 23 ans. Ouais, 23 ans. Je suis une situation où je
Je me suis mis en couple il y avait pas spécialement longtemps, mon premier appartement, mon premier logement, les premières charges aussi du coup d'un ménage. Mhm. Et c'est là où voilà, je trouve un intérêt peut-être de trouver une solution. Ok. Et donc, justement, tu trouves un intérêt de trouver une solution. Est-ce Ouais. que c'est à travers Tupperware? Est-ce que c'est à travers aujourd'hui une autre société? Et surtout, au final, tu vois, quand tu découvres véritablement le marketing de réseau, quelle est ta vision? Mhm. Quels sont tes objectifs? Ouais. Et puis, déjà, on va commencer par ça. Ouais. Et après, j'ai une question très intéressante. Ok. Alors, tu le comprends bien, et je critique pas du coup Tupperware, pas du tout. Mais à cette époque-là, j'ai 23 ans, tu me parles de boîtes en plastique, c'est pas mon délire. Ouais. Mais c'est le modèle plutôt de pouvoir travailler quand tu en as envie, en complémentaire d'un job traditionnel qui me plaît. Et celle qui me dit clairement, elle me dit, mais tu sais, le marketing de réseau, c'est beaucoup plus grand. Tu as des compagnies de produits et de services aussi également. Et elle me dit, écoute, moi j'ai un ami qui évolue bien dans un business de services et c'était de la vente de contrats télécom. Donc, il travaillait pour un opérateur téléphonique en Belgique et d'électricité aussi également. Et elle me dit, voilà, tu vas voir des gens, tu signes des contrats. Et elle me donne tout simplement son numéro de contact. Ok. Et là, ce qui est bizarre d'ailleurs, c'est que j'appelle pas cette personne, mais je vais sur le site de la compagnie. Et tu sais, tu as souvent un petit formulaire à remplir. Vous êtes intéressé d'être distributeur, etc. Je mets mon nom, mon prénom en me disant, je vais recevoir un mail avec des informations. Mais en fait, non. Le lendemain, j'ai un appel d'une personne. Et il me dit, oui, j'aimerais bien vous rencontrer, etc. Et cette personne-là, je ne la rencontre pas dans un lieu neutre. Elle vient chez moi directement. Donc, elle met un rendez-vous chez moi. Ok, donc là, ce qui est intéressant déjà, à cette époque-là, alors, il y a Skype à cette époque-là? 2009, ouais, mais on n'utilisait même 2009. pas. Ouais, bien sûr. Il y a Skype, mais tu n'utilises pas. Donc, pas de Zoom. Rien. Pas de présentation par téléphone, pas de vidéo de presse, que dalle. Non. C'est comment est-ce qu'on fait pour voir la personne le plus rapidement possible, physiquement. Ouais. Directement un rendez-vous physique, soit dans un bar ou quoi, ou alors chez moi. Et il a été très fort parce qu'il est venu et il m'a closé direct, mais il a été très malin parce qu'il m'a vendu d'abord les services. C'est-à-dire qu'il a signé tous mes services chez moi. D'accord. Et ça, c'est une technique après que j'ai dupliquée d'ailleurs. C'est qu'il ne m'a pas vendu le business, il m'a vendu les services, il a tout signé. Et puis, il a mis tous les contrats sur la table. Et il m'a dit, ben voilà, là, il y a 300 €. Il dit, soit tu es distributeur, tu prends les commissions, ou c'est moi qui les prends. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il te fait faire tous les services cash. Il te met direct les contrats une fois que c'est passé sur la table. Ouais. Et quand il dit que c'est toi qui les prends, c'est-à-dire parce que au final, tu fais pas de vente, c'est ta propre vente, mais tu étais commissionné sur aussi tes propres achats. Exactement. En fait, tu mettais ton étiquette avec un code barre, avec un identifiant, un ID, tu vois. Et il me dit, voilà, si tu veux, je mets le mien. Et c'est moi qui touche les commissions. Mais là, il dit, c'est quand même bête. Tu as quand même des services. On a peut-être pour 300 €. Le pack qui coûtait 350 €. Enfin, c'était un pack, tu avais une valisette. C'était vraiment une petite valisette en cuir. C'était pas du cuir. C'était pas un lien drive déjà. Non, tu avais avec les contrats, de quoi noter, un bic, une calculatrice, etc. Vraiment. T'avais la calculatrice sur ton tel à cette époque ou pas? Ouais. Je suis même pas sûr, 2009. Putain. Tu vois, c'est ouf. Même moi. Ah mais c'est vrai que j'en rigole aussi pour que les gens comprennent, c'est que à chaque fois je te chambre parce que c'est... on dirait que tu vas exploser. Non mais tu poses la question, tu vois, vraiment. Personne n'aurait pris repris le détail de la calculatrice. Mais tu as quand même demandé s'il y avait une calculatrice. Oui, j'avais une calculatrice sur mon téléphone. Non, c'est bien. Mais ce que je trouve fou, c'est mais on va en parler, c'est ta capacité justement à avancer et à avoir continué malgré les changements aussi cycliques. Ça, on va en parler. Mais donc, à cette époque-là, tu es vraiment à l'ancienne mode tra. Ouais, mais surtout, en toute honnêteté, j'ai aucune référence d'autre chose. Donc, pour moi, c'est déjà incroyable que tu aies un business. Et ça reste quand même le business model MLM.
tu as un business vraiment clé en main, voilà, tu as ton pack, et après, c'est toi qui dois faire le travail. Ouais. Donc là, il me close directement. Ok, donc Ouais, toi tu dis, non, je préfère prendre la com. Alors, est-ce que du coup tu payes les 300 euros de service, plus tu payes ton packaging peut-être de 300 et quelques euros dont tu parles, c'est ça? C'est du ouais. coup tu pars J'ai sur dû 600? j'ai dû les avancer. Ok, J'ai dû payer le pack d'abord, et puis rentrer les contrats. Et puis, je savais que j'avais déjà 300 d'accord. euros de commission qui tombaient. Alors, j'ai une première question déjà là par rapport à ça. C'est Mm. que c'est vrai que même quand on écoute forcément ce podcast-là, on va se dire, putain, à l'époque, on imagine la valise et compagnie. Mais est-ce que cette personne qui était en face de toi, au final, maintenant quand tu jauges aussi par rapport à ce que tu vois d'aujourd'hui, est-ce que Mm. tu considères cette personne avec... est-ce que déjà c'était quelqu'un de très successful ou pas forcément? Ouais, à ce moment-là, oui. Ok, successful, d'accord. Euh, Générer à peu près combien en moyenne, juste Alors, pour savoir, peut-être ça, tu vois, ça a donné des comparatifs. ouais. Parce qu'à l'époque, c'était pas du tout les mêmes revenus Voilà, je pense que que... c'était une personne qui faisait peut-être il faisait, je pense, 5 000 euros par mois. Ouais, Mais 5 000 euros. c'était énorme déjà. Exact. Mais ça, c'est aussi très important pour les gens qui nous écoutent. C'est dans le marketing de réseau, il y a 8, 10, 15 ans, tu gagnais 5, 10 000 euros par mois. Alors bon, Mm. déjà, c'est vrai, quand tu prends l'inflation d'aujourd'hui, Ouais. 5, 10 000 euros il y a 15 ans, c'est en vérité eh bien, peut-être un 14, 16 000 euros Mm. aujourd'hui. Mais il fallait avoir un leadership qui était relativement important. Ouais. Il fallait avoir de l'influence, etc. Mm. Donc cette personne-là, tu la jugeais, on va dire, Ouais, parce bien. qu'elle avait toute l'attitude, Ok. en plus du, entre guillemets, networker commercial. Tu sais, à l'époque, c'était Ouais. costume, cravate, etc. Le mec qui débarque chez toi. Ça semblait vraiment très sérieux. Parce que moi, je dis toujours, quand j'étais gosse, j'ai toujours dit, je voudrais être une personne qui met des chemises. C'est tout bête, hein. Mais pour moi, la vision de la personne Ouais. qui réussit, en tout cas à l'époque, c'était vraiment comme ça. C'était vraiment comme C'est les ça. gens qui, voilà, tu avais une chemise, une cravate, c'était une personne qui réussissait. Et lui correspondait exactement au type de personne qui, entre guillemets, m'inspirait. Et Hmm. même si c'était un business model que je ne connaissais absolument pas. Ouais. Mais Donc, c'est vrai que c'est déjà enfin, marrant et c'est bien de le notifier. mm, C'est aujourd'hui, déjà en 15 ans, mm, est-ce que l'image des gens à succès mm, est exactement la a même qu'il y a changé. 15 ans et elle a A changé changé. en Parce que vérité. si t'étais comme ça Ouais, maintenant, les gens auraient peur. ouais, exactement. Les Tout à gens fait. auraient Et peur. donc, comment tu développais ton business Alors, après ça? Qu'est-ce que alors, tu faisais? C'était quoi les actions que tu devais mettre en alors, place? Comment tu je travaillais? vais être transparent avec toi. Ouais. Je pense que je vais même dire un truc que je n'ai jamais dit publiquement, en tout cas, ou même sur une vidéo. N'aie pas peur. Oh putain. Non, mais vraiment. En fait, j'explique. Je démarre. Moi, à l'époque, je suis extrêmement introverti. Ok. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très timide. Je suis pas spécialement à l'aise avec la démarche un peu prospection, etc. Donc, je démarre l'activité. Donc, je crée ma liste de contacts. Donc, ça, c'est vraiment les bases qui étaient déjà, du coup, à l'époque. Je fais toute la famille, etc. On y met les premiers rendez-vous. Premier rendez-vous, c'est assez facile. C'est les parents, etc. Ça se passe, on va dire, Marché chaud. plus ou moins bien que marché chaud. Mhm. Il n'y a aucune prospection marché froid. Et l'idée, c'était à chaque fois, quand tu allais voir un client, tu avais un autre document à remplir avec d'autres contacts. Ok. Et ce qui était très fort dans ce business-là, dans le télécom par exemple, c'est qu'à chaque personne que genre imaginons, tu étais dans ma liste de contacts dans les clients, si Mhm. si tu signais après en tant que client, le client avait lui-même une réduction sur sa facture. Ok. Donc il y avait une stimulation des clients de donner des contacts pour pouvoir avoir une facture encore moins chère. Ok. Donc moi, je démarre comme ça sur le marché chaud, mais c'était extrêmement dur pour moi de passer à l'action et d'appeler les gens. Je vais être honnête, je faisais même la technique un peu j'appelais, deuxième sonnerie, je coupais Ouais. et je disais ah ouais non, personne ne me répond, etc. Bon, en fait, je sais que je laissais même pas le temps de réponse en fait aux gens parce que j'étais angoissé en fait d'appeler les gens. Et la Et petite tu passais que par les appels? que les appels. Et la petite anecdote par rapport à ça, Donc pas d'SMS. pas d'SMS. Non. Non, pas d'SMS. C'était vraiment, il m'avait encouragé à faire que des appels. Et d'ailleurs, pour te dire, c'est que je devais le rencontrer de temps en temps, même chez lui. On avait parfois 1 heure de rendez-vous ensemble. Il parlait, et voilà, on parlait un peu de mindset, de plan, etc. Et je savais à chaque fois qu'on allait devoir passer à l'action, genre les dernières minutes, il allait me dire, vas-y, maintenant on appelle. Et je faisais toujours en sorte de traîner, de discuter un maximum avec lui Ouais. pour qu'il me dise, ah, on n'a pas le temps de faire les appels, Ok. je te fais confiance, tu prendras tes rendez-vous à la maison. Et une fois, il me dit ça, et je partais 15 jours en vacances.
Et ça, je ne l'ai jamais dit. Je suis parti en vacances. Je ne lui ai plus donné de nouvelles. J'ai arrêté une première fois le marketing de réseau. Ok. Pourquoi? Parce que c'était trop dur d'appeler et que le fait de dépasser un peu sa zone de confort, voilà, les peurs, c'est ça, etc. c'est ça. Et je suis parti en vacances et je pense que ça se passe pour beaucoup de personnes aussi. C'est que je suis parti en vacances et j'ai profité, entre guillemets, de cette distance pour plus donner de nouvelles et de le laisser comme ça. Et là, il m'a écrit, il m'a fait des mails, il m'a appelé, j'ai plus jamais répondu. Ok. Donc là, moi, j'ai un premier élément, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, avec le développement, par exemple, des réseaux sociaux, ça n'a plus rien à voir. D'ailleurs, le marché chaud, tu as aujourd'hui beaucoup d'équipes, même de compagnies, qui malheureusement veulent aussi, on va dire, squeezer cette partie-là et se dire, moi, je suis uniquement sur du marché froid, du marketing d'influence, je poste sur les différentes plateformes de réseaux sociaux et j'attire des prospects. C'est beaucoup plus quantitatif, forcément. Alors là, par contre, je suis totalement d'accord, tu récupères beaucoup plus de leads. Mais, d'un autre côté, tu as aussi beaucoup, beaucoup plus de gens maintenant qui sont moins résilients et auxquels aussi, forcément, ça leur développe moins le caractère. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est au final, à l'époque, tu n'avais pas le choix. Si tu voulais réussir dans le marketing de réseau, c'était marché chaud. Marché chaud, marché tiède, marché froid, ça se dupliquait, mais vraiment extrêmement tardivement. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à un moment donné à revenir de ces vacances-là et à appeler et à faire en fait ce que tu dois faire pour ensuite avoir déjà tes premiers pas de succès? En fait, j'arrête et je sens que ça me manque. C'est-à-dire que je savais que j'avais un bon business, mais j'ai arrêté parce que c'était ridicule en fait cette peur-là. Et la vie, elle est incroyable, c'est que je rencontre une autre personne que je connais et qui me dit: ah mais moi je travaille aussi pour cette compagnie. Et là, comme j'ai le feeling avec lui, je profite pour redémarrer avec lui. Mais là, je redémarre sérieusement et je mets un peu plus de pression à passer à l'action. Et là, je commence à bien m'entraîner sur les appels et je deviens bizarrement quelqu'un de très à l'aise après sur la prise de rendez-vous téléphonique parce que j'en ai fait de ma faiblesse vraiment quelque chose de plutôt. C'est devenu même une force à un moment donné. Ouais. Donc, par la notion de ne pas avoir le choix, c'en est devenu une force. Voilà, parce que je voulais vraiment. Ouais. Et je savais que ça marchait. Et ça, c'est aussi important parce qu'en fait, je fais aussi forcément des petits parallèles. Mais de nos jours, on a le choix. C'est-à-dire que j'ai le choix, par exemple, je dois faire du marché chaud, appeler mes deux meilleurs potes parce que j'ai une grosse opportunité. J'ai le choix, par exemple, de dire non, je ne les appelle pas, d'appeler ma liste Facebook ou sur mes réseaux ou, comme je dis, de poster en story. Mais le truc, c'est que parfois, il y a des gens qui vont se dire parce que je suis pas à l'aise, tu sais, à l'idée d'appeler mes meilleurs amis ou mes potes, c'est pas moi, j'aime pas ça, je préfère parler à des gens entre guillemets qui connaissent pas le business. Et ils disent c'est pas mes valeurs, c'est pas comment je veux le faire, je suis pas aligné. Tu sais, le mot à la mode, c'est aligné. C'est ça. Je sais pas si toi à l'époque l'alignement ça existait. Non. Non, moi non plus. Non. T'avais pas le choix. C'était soit tu faisais, soit. Bougeais. Ben oui, c'est ça. Maintenant, il y a tellement. Maintenant, c'est bref, si t'es pas aligné à 100%. Sauf que 100%. Ce qui est important dans ce que tu dis. Et je pense qu'on va réussir à trouver un parallèle, notamment aussi pour on va dire, les nouvelles générations qui développent, c'est que je vais prendre le sport. Tu as plein de gens, par exemple, qui sont pas à l'aise dans le sport et qui pensent ne pas aimer faire du sport. Et puis au début, tu vas à la salle de sport, la première fois, un peu dur, mais quand tu y es, tu y es. Ouais. La deuxième fois, un peu dur, un peu moins, mais tu y es et tu y es. Et puis à force de faire et de faire et de faire, tu commences au final à kiffer. Ouais. Et je pense que si vous regardez ce podcast et qu'il y a des gens qui font du sport, c'est quasiment, on va dire, pour tout le monde. Ouais. Et tu commences à kiffer, et à un moment donné, ça commence à devenir même une habitude, voire même, ça en devient une force dans le sens où tu ne serais pas capable de plus aller à la salle. Et là, au final, c'est ce que tu as vécu. C'est ça. D'accord. C'est ça. Mais l'élément, en fait, très important, c'est que tu n'avais pas le choix. Ouais. Ouais, parce que je te dis, j'étais convaincu que ça fonctionnait, mais voilà, c'était juste moi en fait. Et donc, avec le développement dans tes équipes, la manière dont tu pouvais build des teams et ensuite aller chercher donc des revenus d'équipe, etc., est-ce que grosso modo, c'était une duplication aussi simple que ça? C'est-à-dire, encore une fois, les gens d'aiment, ils mettent les services en place, par exemple, pour leurs différents clients, ils proposent, imaginons, tu disais que tu dupliquais cette méthode de faire, et puis après, téléphone, liste de contacts, boum, boum, boum. Ah ouais, c'est ça. On se mettait à côté d'eux et ils appelaient. On se mettait à côté d'eux. Ouais. Ok. Donc c'était vraiment, on va dire, physique. Ah ouais. C'est moi. C'était pas chez soi. Ça, chacun chez soi. Bien sûr qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas avoir 100% des gens physiquement, mais principalement oui, parce que c'était pas non plus un business. Il faut savoir que la compagnie, c'était une grosse compagnie en Belgique. Donc déjà, c'était qu'un réseau en Belgique. Tu avais quand même la facilité de faire physiquement. Et surtout, il y avait des espèces de
il y avait des bureaux dans différentes villes, Ok, des QG. des QG où Ok, on se réunissait. Il y avait déjà le siège officiel de la compagnie sur ok, lequel on pouvait aller travailler, des espaces de travail avec des salles de formation, etc. C'était vraiment génial. Et une fois par semaine, on animait une présentation et des formations. ok, Et il y avait 2 salles avec pour différents rangs et ok, positions. Ça, c'est intéressant aussi. ok. Et pourquoi vous faisiez ça, tiens? Quoi, les Ouais, positions? pour les gens qui nous écoutent, pourquoi est-ce que vous faisiez 2 salles pour séparer les rangs? Qu'est-ce que tu cherchais en termes de stratégie, en termes d'impact à créer? Alors moi déjà, au début, j'ai été la personne qui a démarré dans la petite salle. Ouais, Dans la petite salle, tu voyais vraiment que les bases et c'était toujours répété. ok, C'était invitation, 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 invitation. Donc tu savais que si tu étais toujours dans cette salle-là, toutes les semaines, tu allais entendre la même chose. d'accord. Invitation, 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 invitation. Et quand tu passais les rangs, tu avais une autre salle où là, c'était des formations, on va dire, un peu plus poussées. Et moi, je t'avoue que j'ai eu très rapidement, bon, c'est pas de l'ego, mais c'est cet esprit un peu de compétition, de très rapidement aller Jumper de salle. ouais, sur l'autre. Ouais. Ok, Et c'est excitant parce que quand on te dit, tu as un peu d'ego, on te dit, ah, non, toi c'est à côté, et que tu te retrouves entre guillemets avec le gars qui a démarré hier, et toi ça fait 6 mois que tu es là, et quand tu ouais, dois te présenter devant tout le monde et que tu dis, moi ça fait 1 an, en fait les rangs à ce moment-là, ça se voyait tout de suite. ok. Ça se voyait même par rapport à des indications comme que tu as connu comme les Les pins, pins, etc. C'est-à-dire qu'on voyait qui avait évolué dans le business ou pas. Que maintenant, on peut camoufler, on peut avoir un peu d'attitude. Là-bas, t'avais pas, tu vois. ouais, ok. On donnait les noms, les listes des rangs, c'est pas Et, triché. et comment tu jaugeais la rétention? Est-ce qu'il y avait un turnover important? Est-ce qu'au Ouais, final, donc il y avait quand même un turnover important, donc ça très, a toujours existé dans ouais, le marketing de réseau, parce très qu'il y a un dur. turnover important. Ouais, très, très dur parce que c'est dur de sortir de sa zone de confort. C'est pas Ouais. permis entre guillemets à tout. Enfin, si c'est permis à tout le monde, mais tout le monde n'a pas la force Mhm. de le faire. Et effectivement, il y avait cette équipe qui se renouvelait très fréquemment. Et donc, pour ça Ouais. que j'ai jamais été, encore là maintenant, jamais été trop touché quand je perdais, entre guillemets, une personne qui Ouais. arrêtait, etc. Parce que ça a toujours fait partie, en fait, de mon histoire Bien et de mon sûr. process, quoi. Bien sûr. Et puis de toute façon, dans le marketing de réseau, si tu as un énorme pourcentage qui est client, ça c'est ta base de stabilité. Ouais, Mais c'est normal que les développeurs, tu en as qui vont stopper, c'est tu en as ça. qui vont continuer, tu en as qui se cherchent, qui vont voir si est-ce qu'ils vont aimer, pas aimer. Et au final, t'as pas beaucoup de professionnels. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui vont... Bon, il y a du marketing de nos jours, en 2024. Mhm. Donc ce qui fait qu'il y a plein de gens qui tu sais, ils vont te dire, je gagne 10, 15, 20, 30, 50 000 par mois. Moi, j'aime pas ça parce qu'en fait, dans la plupart des gens, tu as fait par exemple 20 000 une fois, mais c'est pas spécialement, en fait, c'est pas Mhm. parce que tu fais une position une fois que tu la maintiens. Non, Donc, ce qui veut dire que c'est pas 20 000 par mois, c'est que tu as fait 20 000 là sur un mois, ou certains, bien sûr, vont les maintenir. Ce que je veux expliquer par là, c'est que tu as beaucoup de turnover aussi, quand même, chez les bien leaders, sûr. où tu vas avoir des gens qui ont 2 ans, 3 ans, 4 ans d'expérience. Ce qui est génial aussi, là, avec toi, c'est ce qu'on a nous aussi dans notre compagnie, c'est des gens avec beaucoup d'expérience, Mhm. donc ils sont là depuis 8 ans, 10 ans, 15 ans dans l'industrie. Mhm. Et donc, ma question, si on parlait de turnover, est-ce que les gens qui étaient euh, considérés, on va dire, voilà, comme qualifiés, en fait, dans tes premières expériences, est-ce que tu les as vus traverser les cycles? Est-ce que tu les as vus justement aussi tenir sur la durée? Par exemple, là on est un peu lointain, pardon de le dire. Après, il y a eu l'apparition des webconférences. Mhm. Est-ce que ça a changé quelque chose? Mais est-ce que voilà, tu as vu ces gens adapter leur manière de faire et toi aussi adapter cette manière de faire avec l'arrivée après de Zoom, etc. Comment le business a changé et est-ce que tout le monde a réussi à migrer avec? Alors, de ce que j'ai vu, des leaders que j'ai connus, la plupart n'ont pas suivi justement cette évolution. Parce que j'ai eu des discussions parfois avec des anciens leaders que j'ai connus. Tu sais, quand je démarrais ici ce business il y a 5 ans, je suis retourné directement sur des anciens leaders Ouais. et j'ai remarqué que soit ça avait été un arrêt total, soit ils disaient clairement ah oui, moi, cette évolution, moi, les réseaux sociaux, etc., c'est pas du tout mon délire. Pourtant, c'est des gens qui ont mon âge, hein, qui ont entre guillemets ma génération, hein. Donc il y a énormément de personnes qui n'ont pas suivi. Et d'ailleurs, je pense que même le top earner qu'il y avait dans notre compagnie à l'époque, il s'est orienté sur d'autres choses, mais il a même arrêté lui-même le MLM. Et Mm. pourtant, il faisait, et à l'époque, pour te dire que c'était le top du top, en tout cas en Belgique, mais il faisait 60 000 balles par mois. Ouais.
Et ça semblait, on Incroyable à l'accueillait l'époque. comme une légende, lui, hein. Ouais. C'était complètement ouf. C'était complètement ouf. Ouais. Donc, non, énormément de personnes ont eu dur à suivre justement cette Ouais. évolution. Parce que les générations changent, Ouais, parce que les modes de pensée changent, voilà. parce qu'il faut sans arrêt se réinventer. Quand il y a eu Zoom qui est arrivé et la webconf, est-ce que vous avez réussi à vous adapter? Qu'est-ce que tu faisais toi à ce moment-là? Alors moi, je vais même c'est quand Zoom est arrivé, Ouais, j'ai voulu moi instaurer Zoom dans cette compagnie, qui est une autre compagnie, mais enfin, j'étais toujours en télécom. On m'a dit, c'est pas comme ça qu'on fait du marketing de réseau. ouais. Et j'étais sûr et certain que c'était une voie qui était logique d'un moment donné, devoir un peu switcher en plus du physique. On m'a limite rigolé au nez, tu vois, Ouais. quand ils zooment. Ouais. Ouais, Et donc, à un moment donné, ça devient, on va dire, quelque chose d'obligatoire. ouais. Et donc, vous arrivez quand même à passer sur de la webconférence avec des gens qui zooment, qui présentent le business un peu partout. Ou est-ce que certains sont bloqués dans leurs idées Ouais, et et ne moi, passent pas? la compagnie où j'étais, ils sont restés bloqués dans leurs idées. Bloqués. Ils ont Ouais. changé seulement au Covid. Ok, ouais. Donc, Donc, t'imagines, waouh, seulement longtemps. maintenant. Est-ce qu'il y a eu une croissance quand ils ont été bloqués? Ou est-ce que ça a été. Alors, peut-être que tu sais pas, on va dire, les chiffres totaux, Ouais. mais est-ce que tu as vu une grande évolution ou est-ce qu'au final, en fait, ça, quand tu restes bloqué et que tu n'acceptes pas l'évolution future, eh bien, au final, tu es aussi bloqué sur tes chiffres et tes perspectives, Non, même dans le marketing de réseau? je pense qu'ils sont arrivés à une situation où il y avait une décroissance. Ouais. Et ils ont accepté d'évoluer et ils ont repris, entre guillemets, du poil de la bête à ce moment-là. Et qu'est-ce qui fait que toi, donc là, tu as eu Zoom, après, tu as eu aussi les réseaux sociaux avec Mm. toute l'influence, c'est-à-dire Ouais. même les métiers d'influenceur, à l'époque, ça n'existait absolument pas, donc Non. ça fait quelques années. Mm. C'est vrai que moi, bon, quand j'ai démarré le marketing de réseau, j'ai connu aussi les Skype, Zoom. Mm. À l'époque, Facebook et Instagram, on ne pouvait pas mettre de story, tout ça, si je dis pas de bêtises. Non. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'influence, etc. Toi, après, tu as aussi connu donc, ce marketing d'influence dans lequel on est au final Bien aujourd'hui, sûr. même avec TikTok et compagnie. Comment tu as trouvé, on va dire, ou comment tu as, peut-être que c'était aussi naturellement, peut-être que c'est lié à ta personnalité, mais cette capacité à passer les cycles. C'est-à-dire que parfois, on fait les choses voilà, d'une manière et puis des choses peuvent changer. Et cette capacité de dire, OK, je vais m'adapter parce que si je m'adapte pas, je vais mourir. Comme la plupart de toutes les grosses Ouais. sociétés qui s'adaptent sans arrêt. Mm. Toi, comment ça s'est passé pour toi? Alors, premièrement, je pense que j'ai ce côté où je peux très rapidement m'adapter. Ouais. J'ai toujours été attiré par la technologie ou l'évolution. Donc, jamais été vraiment le gars fermé à tout. J'ai toujours été très curieux de pouvoir évoluer. Donc, pour moi, les réseaux sociaux, ça a été très naturel. Un Mhm. peu comme ça a été, comme si tu as la vie qui évolue et tu évolues avec les choses. J'ai jamais senti cette obligation de me dire je dois me forcer à être sur les réseaux sociaux pour que. Donc j'ai été à l'époque, pour te dire la vérité, j'étais un peu même précurseur là-dessus parce que dès que Instagram est arrivé, allez pas aussi productif et actif que maintenant, mais j'ai très rapidement pris le pli de publier du contenu sur Instagram. Alors, pas dans le même but que maintenant, on ne cherchait pas spécialement du lifestyle, on publiait en fait des choses de la vie, enfin voilà. Mhm. Mais j'ai été très rapidement à l'aise par rapport à ça. Et quand tu vois aujourd'hui la majorité, par exemple, de nos leaders, de Mm. nos équipes, même d'autres équipes, hein, et qui au final fonctionnent sur des choses assez similaires, même si pas exactement pareil, comment tu arrives à voir ou à analyser en fait la manière dont certaines équipes développent aujourd'hui? C'est-à-dire quand on voit par exemple que certaines personnes en faisant juste certains réels, certains TikTok vont venir Dingue. récupérer des milliers de leads quand nous, on devait prendre le téléphone et appeler, Ouais. appeler, et qu'on voit certains aller chercher des chiffres complètement fous, des dizaines de milliers de commissions par mois. Nous, dans notre compagnie, il y a une très grosse partie du plan de REM qui est aussi sur de la vente et de l'affiliation, Mm. donc ça peut monter extrêmement fort. Qu'est-ce que tu te dis? Moi, j'ai l'impression que le MLM, il est passé sur une version, on va dire, enfin voilà, d'une puissance maintenant en démultiplicateur qui est complètement dingue avec les réseaux. Et c'est pour moi une arme qui est incroyable quand elle est bien utilisée. Parce que je Ok. pense, le regret que j'ai quand je vois un peu ce qui se passe, c'est que les réseaux c'est incroyable.
Donc maintenant, tu peux faire une publication qui fait 100 000 vues, voire même des millions. Ouais. C'est clair que c'est complètement incroyable. Mais je pense que c'est aussi regrettable d'oublier aussi les bases du passé parce qu'elles fonctionnent et parce que tu auras toujours des gens qui seront plus impactés par une relation réelle et physique plutôt qu'une publication. Je pense qu'il faut vraiment mixer les deux. Ouais. Donc, est-ce que tu penses aujourd'hui, et ça c'est un petit message pour certaines de nos équipes qui travaillent uniquement, par exemple, que sur de l'affiliation et uniquement à travers les réseaux sociaux, est-ce que tu penses que c'est viable à très long terme? Est-ce que tu penses que tu peux créer des grands réseaux autant que des réseaux qui ont été faits et qu'on a bâtis, par exemple, aussi par le passé? Ou est-ce que justement, comme tu le disais, il faut peut-être pas oublier aussi d'où on vient et il y a des choses à prendre? Qu'est-ce que tu en Alors, penses? moi, je pense que bien sûr que c'est encore une fois que c'est incroyable, mais quand tu dépends des réseaux sociaux, pour moi, tu dépends aussi de sociétés et Mhm. d'outils qui ne sont pas en ton contrôle. On Ouais. parlait d'algorithmes, etc. Tu peux tout imaginer quand tu vois un peu là avec l'affaire TikTok en train de tourner, voilà, elle va être reprise. Enfin, tu sens qu'il y a toujours un risque. Mhm. Tu peux pas mettre ton business model 100% sur un algorithme, une Mhm. société qui du jour au lendemain pourrait disparaître ou changer en fait Mhm. son modèle. Et là, c'est là où je pense qu'il y a un risque, c'est que si tu n'utilises qu'une seule arme, et que tu puisses être pénalisé parce que Mhm. tu ne connaîtras pas d'autres armes. Donc, est-ce que bien sûr ça va s'arrêter? Je pense qu'il y a très peu de chances, mais pour moi, c'est toujours un risque de ne pas utiliser les deux. Ouais. À ça, j'ajoute en plus que tu as quand même beaucoup de compagnies aujourd'hui, si on prend l'industrie du marketing de réseau en général, voilà, les chiffres sont connus quand on est en interne, Mm. qui sont aussi en décroissance, de par aussi le business model qui change Ouais. par rapport à tout ce qui se passe. C'est-à-dire que je m'explique, à l'époque, nous, il y a 8-10 ans, il y avait énormément de distributeurs, énormément d'apporteurs d'affaires, comme une des solutions, encore une fois, pour pouvoir, on va dire, bonifier son quotidien. Mais il y avait beaucoup d'apporteurs d'affaires, il y avait aussi des clients. Mais aujourd'hui, le business model a vraiment changé dans le sens où il y a énormément de clients Mm. et beaucoup moins d'apporteurs d'affaires. Ouais. OK? Et c'est bien forcément d'avoir énormément de clients. C'est ce qui crée ta stabilité et ta rétention. Il en faut, c'est obligatoire. Mais avoir une diminution drastique d'apporteurs d'affaires, c'est aussi avoir une diminution drastique Bien sûr. forcément de gens qui peuvent faire élargir ton réseau. Alors, même si certains peuvent avoir une portée beaucoup plus grosse, Mhm. in fine, on peut voir aujourd'hui que malgré ça, malgré les nouvelles technologies, Mm. tu as quand même aujourd'hui des compagnies qui peuvent avoir aussi des difficultés, je veux dire, à venir faire croître en fait leur société. Donc c'est pour ça que ce business model-là a changé. Ce que j'aimerais qu'on puisse voir et analyser ensemble, et après je dirais aussi ce que j'en pense, c'est si on prend la période donc bien ancienne, on n'avait pas notre calculatrice sur le téléphone. On a vu grosso modo un petit peu aussi les désavantages, un turnover important, c'était Ouais. difficile, fallait aller au-delà de ses peurs. Mm. Mais c'était quoi les avantages que tu as vus de ça? C'est-à-dire comment étaient les gens? Est-ce que selon toi, par exemple, il y avait plus de leadership? euh, Ouais. Ouais, plus de leadership. Moi, je pense que je me suis beaucoup créé, que ce soit en termes de confiance même personnelle, de développement personnel. Ouais. Parce que regarde, même simplement, le développement personnel, maintenant, tu peux le trouver partout. Ouais. Avant, moi, je le trouvais uniquement aux conventions où tu Ouais. avais genre une petite table avec un gars qui vendait des livres, la plupart étaient en anglais, etc. C'était vraiment tes premiers contacts avec le leadership et tu avais vraiment la volonté d'acheter en plus ce livre-là, de le lire et d'imprégner en fait ce que tu apprenais. T'étais pas... Là, on a une chance, c'est d'avoir plein d'informations, mais on en a tellement, je pense, qu'on ne les applique pas. Et qu'il y a Tu aussi vois. une énorme distraction. Et énorme distraction, parce que voilà, c'est un peu trop. Qu'à l'époque, t'achetais un livre, tu l'étudiais. Moi, je me vois encore dans mes livres, que ce soit de leadership ou marketing de réseau, enfin, tu vois, surligner, prendre des notes, etc., qu'on retrouverait peut-être moins maintenant. Et donc, ouais, ça crée du leadership. Il n'y a pas des outils comme... hier, tu montrais d'ailleurs à une formation ton outil avec une feuille pour démarrer, etc. Ben, moi, c'était exactement la même chose. Il n'y avait pas... Et donc, tu devais les créer. Mais s'il n'y avait pas, que la compagnie ne le faisait pas, ben, tu le faisais pour tes équipes. Et donc, tu créais, en fait, c'est vrai, des gens beaucoup plus résilients, avec plus d'attitude et ils prenaient des décisions. Ouais. Ou alors tu mourrais. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, parce qu'à l'époque, donc quand j'ai démarré en 2016, Mm. il n'y avait pas les réseaux sociaux aussi forcément de la même manière, comme je l'expliquais. Mm. Et certes, aujourd'hui, on ne développerait pas le business de la même manière. Il faut utiliser les nouvelles technologies, forcément.
mais il y avait beaucoup moins de distractions, beaucoup moins d'informations, comme tu le disais. Et du coup, en fait, on était beaucoup plus aussi constant et persévérant et on va dire focus sur ce qu'on faisait. Tu vois, on ne regardait pas à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Aujourd'hui, et ça, c'est pour moi, la nouvelle génération doit faire très attention à ça, c'est de dire, OK, j'ai trouvé une opportunité, quelle qu'elle soit, business en ligne, dropshipping, marketing de réseau, peu importe la compagnie, mais j'arrête de regarder à la moindre difficulté, tu vois, ce qu'il y a à droite, à gauche, parce que c'est visible, parce que je vais sur YouTube, Instagram, etc. Et je me focus et je travaille sur moi. Donc, je suis d'accord avec toi sur le fait que quand on regarde en arrière, on se dit, oh putain, heureusement que c'était plus comme ça. Mais à la fois, il y a toujours des effets, ce qu'on appelle collatéraux. C'est-à-dire que plus c'est simple, et d'un autre côté, en fait, on passe pas par un process de difficulté qui nous fait grandir. Donc, on y perd de l'autre côté. Tu vois, on gagne de l'autre côté, on y perd de l'autre côté. C'est ça. Et à cette époque-là, tu avais un gain d'attitude, de leadership qui était vraiment énorme. C'est ça. Et donc, aujourd'hui, par exemple, si tu devais donner voilà, un conseil ou plutôt à toutes les personnes qui font du marketing de réseau maintenant, comment développer? Est-ce qu'il faut redévelopper à l'ancienne? Est-ce qu'il faut développer maintenant? Est-ce qu'il faut faire un mix? Comment faire? Quel serait ton conseil? Alors, bien sûr que je ne dirais pas de recommencer complètement à l'ancienne à 100%, c'est complètement fou. Mais ouais, je pense que cette notion déjà de travailler sur son marché chaud, elle doit rester. Ne pas penser que c'est beaucoup plus facile parce qu'on va mettre des publications, des stories, qu'on va impacter le monde. C'est vraiment, comme je l'ai dit, trouver le bon mix, prendre les réseaux sociaux aussi comme un accélérateur et comme un vrai outil, mais prendre conscience aussi de ce qui s'est passé dans le passé, parce qu'il ne faut pas l'oublier, les plus grosses fortunes dans le marketing de réseau, même aujourd'hui, ont démarré avec l'ancien. Et je sais, tu connais peut-être mieux les chiffres que moi, mais ce qui est encore déjà un milliardaire dans le marketing de réseau, qui est devenu milliardaire de la génération réseaux sociaux. Peut-être pas encore, sûrement millionnaire, mais peut-être pas encore vraiment comme... Donc pour moi, les anciens ont quelque chose qu'il ne faut pas qu'il faut pas oublier et qu'il faut pour moi utiliser. Et tu disais encore, je pense qu'on peut voir un peu comment va fonctionner un peu le futur en analysant un peu comment on a travaillé à l'ancienne, et c'est le même dans le business. Moi, je pense que les futurs stars de demain, s'il y a des gens qui veulent devenir des stars du marketing de réseau, c'est des gens qui vont avoir accès à un leadership assez ancien, expérimenté, de gens à fort succès et qui vont choisir leur mentor et pas juste je suis tombé sur une personne qui a un beau branding, machin bidule, mais quelqu'un qui a une vraie expérience, qui va être capable de donner des bases et des fondations solides, parce que le marketing de réseau, c'est pas juste faire des clients. Encore une fois, il faut énormément de clients, il faut aussi des partenaires d'affaires, il faut aussi créer des relations avec les gens, et ces relations-là, tu les crées très difficilement à distance. Il faut que ça soit physique, il faut qu'il y ait une énergie, et on a tous envie d'avoir ce gros leadership, tu sais, cette grosse attitude qu'on voit par exemple de certaines personnes, mais ces gens-là et nous, comme on a commencé, c'est à travers la difficulté que tu te la crées. Parce que dans la difficulté, tu builds ton caractère, tu builds ta personnalité et tu deviens cette personne influente qui, par son influence, va faire en sorte que beaucoup de gens la suivent pour un projet commun. Donc je pense que les futurs stars de demain, c'est ceux qui vont s'imprégner aussi des vrais fondamentaux, de la vraie culture, qui vont pas essayer de trouver des shortcuts, des raccourcis, qui vont encore une fois en fait véritablement apprendre, travailler extrêmement fort, mais par contre qui vont se dire, si j'apprends du passé, si j'apprends des fondations, si j'apprends du leadership, si j'essaye pas de trouver des raccourcis et qu'encore une fois je fais mon chemin, mais qu'en plus de ça, j'utilise les outils de nos jours, j'utilise la viralité des réseaux sociaux, j'utilise ma voix pour porter et pour attirer plus de leads et qui ont, tu vois, les mêmes valeurs fondamentales et les lois universelles de succès, ces gens-là, par contre, feront beaucoup plus d'argent, beaucoup plus que même certains à l'ancienne et que même nous, on a fait en tout cas jusqu'à présent, parce que les plans de rémunération sont aussi différents aujourd'hui. Certaines compagnies payent beaucoup mieux et encore une fois, tu as une viralité qui est tout autre. C'est clair. Maintenant, c'est pareil, tu vois, c'est un peu, je pense, à Build à l'international. En francophonie, on est très peu à avoir des équipes dans plusieurs pays. Pourquoi? Parce que énormément de gens ne parlent pas anglais. C'est ça. Et là, tu vois, tu peux toujours avoir pensé au présent et on va dire aux nouvelles technologies. J'ai les IA, donc j'ai pas besoin d'apprendre. Quand tu seras en event, tu feras comment? Tu vas pas mettre une IA, tu vois. C'est ça. Donc à un moment donné, le process de vas-y, apprends une langue, ça va être dur, ça va être chaud. Tu vas devoir passer par l'étape numéro 1. Mais derrière, tu vas pouvoir build d'autres communautés, d'autres pays. Et donc c'est pour ça que pour moi, c'est un vrai mix. Bien sûr que le passé, on en rigole. On en rigole et on se dit qu'on n'aimerait pas qu'il soit comme ça de nos jours, mais en vérité,
putain, il y a des trucs, c'était bon. Ah ouais, c'est sûr, Franchement. c'est sûr. Et j'ai aucun regret d'être passé par là parce que c'est ce qui fait aussi ma force de caractère que j'ai aujourd'hui. Et je pense pas que je sais même pas si j'aurais eu autant si j'avais démarré dans ce timing-ci, tu vois. Donc bien sûr que c'est incroyable. C'est Bon, incroyable. en tout cas, on est chanceux là où on est. On a Ouais, beaucoup de gens qui exact, ont beaucoup exact, d'expérience et beaucoup exact. à donner à toutes ces nouvelles générations. Ouais. Et puis, bien sûr, on va continuer de perfectionner ça. En tout cas, merci aussi pour ton feedback de tout ce qui s'est passé, même si on l'a vu en une version accélérée. On espère forcément que vous avez pu prendre plein de valeurs par rapport à ça et surtout comprendre la puissance des époques, on va dire, mixées, d'apprendre du passé, de réaliser et C'est ça. d'analyser le présent et ensuite de construire le futur. Écoute, Mais je en te tout cas, remercie. voilà, félicitations à toi parce que c'est toujours inspirant de traverser les cycles et puis c'est que le début. Yes, c'est que le début. En tout cas, merci encore à toi et à très vite. À très vite.